Mes parents ont dépensé une fortune pour le mariage de ma sœur. Mais pour moi, ils ne sont même pas venus. Quand j'ai appelé, leur réponse m'a glacé le sang: amuse-toi bien avec ton électricien, nous n'allons pas subir cette honte. J'ai éclaté de rire en leur envoyant une seule photo de mon mari. Quelques minutes plus tard, mon téléphone explosait d'appels paniqués. Je m'appelle Chloé Dubois et à 30 ans, je pensais avoir compris ce que signifiait le mot « famille ». Mes parents ont dépensé une fortune pour le mariage de ma sœur. Mais pour moi, ils ne sont même pas venus. Quand j'ai appelé, leur réponse m'a glacé le sang: amuse-toi bien avec ton électricien, nous n'allons pas subir cette honte. J'ai éclaté de rire en leur envoyant une seule photo de mon mari. Quelques minutes plus tard, mon téléphone explosait d'appels paniqués. Ils n'avaient aucune idée de l'énorme secret qu'ils étaient sur le point de découvrir. Avant de vous plonger dans les détails de cette histoire incroyable, et de vous révéler ce que contenait cette fameuse photo, dites-moi depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où vient ma communauté et imaginer nos vies si différentes. Mon histoire commence à Lyon, dans le 6e arrondissement, où les façades haussmanniennes cachent aussi bien les fortunes que les secrets de famille. J'ai grandi dans un appartement immense, avec des moulures au plafond et un silence pesant. Mes parents, Gérard et Hélène Dubois, sont les fondateurs des Immobiliers Dubois, un nom qui pèse lourd dans le secteur de la promotion immobilière de la région. Sur le papier, j'avais tout pour être heureuse: l'argent, le statut, une éducation dans les meilleures écoles privées. Mais à l'intérieur de ces murs dorés, j'ai appris très tôt une leçon cruelle: je n'étais pas assez. Le problème, c'était ma sœur, Manon. De 2 ans ma cadette, elle était tout ce que je n'étais pas. Elle était le soleil, et j'étais l'ombre. Manon avait une grâce naturelle, un don pour se faire aimer, une intuition pour dire exactement ce que nos parents voulaient entendre. Moi, j'étais la fille sérieuse, celle qui préférait les livres aux soirées mondaines, la discrète, l'invisible. Chloé, tiens-toi droite comme ta sœur, me disait ma mère lors des dîners d'affaires. Regarde comment Manon discute avec Monsieur Bernard. C'est comme ça qu'on se crée un réseau. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Je me souviens de mes bulletins de notes, impeccables, que je posais fièrement sur le bureau en acajou de mon père. Il levait à peine les yeux de ses dossiers. C'est bien, disait-il, d'un ton neutre qui me transperçait le cœur. La même année, Manon ramenait des notes médiocres, et mes parents l'emmenaient fêter ça au restaurant, lui offrant une nouvelle robe, pour l'encourager. L'encourager à quoi? Je ne l'ai jamais su. Le point culminant de cette injustice a été notre 16e anniversaire. Pour mes 16 ans, j'ai reçu une carte, avec un billet de 50 € à l'intérieur. 3 mois plus tard, pour l'anniversaire de Manon, une Mini Cooper flambant neuve, ornée d'un énorme ruban rouge, l'attendait dans la cour. J'ai senti mes larmes monter, mais je les ai ravalées. Quand ma mère a vu mon visage se décomposer, elle a eu cette explication terrible: ta sœur est plus sociable, Chloé. Elle a besoin d'une voiture pour voir ses amis. Toi, de toute façon, tu ne vas qu'à la bibliothèque. Elle avait raison. La bibliothèque était mon refuge, le seul endroit où je me sentais à ma place, où ma valeur n'était pas mesurée à l'aune de ma popularité. Cette dynamique a continué pendant nos études supérieures. J'ai obtenu une mention très bien au bac et une place en classe préparatoire, puis dans une grande école de commerce. Un parcours d'excellence. Pourtant, mes parents ont insisté pour que je contracte un prêt étudiant et que je travaille à côté. Ça forge le caractère, disait mon père. Tu dois comprendre la valeur de l'argent. Pendant ce temps, Manon était à Paris, dans une école de mode privée hors de prix. Son loyer dans le Marais, ses virées shopping avenue Montaigne, ses vacances à Saint-Barthélemy, tout était financé par le « compte papa ». Je me souviens d'un hiver où mon ordinateur a rendu l'âme. J'ai dû travailler pendant 3 mois, enchaînant les week-ends comme serveuse, pour m'en payer un nouveau. Quand Manon a mentionné nonchalamment au téléphone qu'elle avait besoin du dernier MacBook pour ses logiciels de design, mon père l'a commandé en ligne le soir même. À la fin de mes études, j'ai compris. J'ai compris que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant. Alors, j'ai arrêté d'essayer de leur plaire. J'ai trouvé un poste de consultante financière dans un cabinet à taille humaine, loin de l'empire familial.
J'ai loué mon propre appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. Ce n'était pas luxueux, mais chaque meuble, chaque objet, était le fruit de mon travail. C'était à moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais fière, sans avoir besoin de leur validation. Nos relations sont devenues plus distantes, presque polies. Les dîners du dimanche se sont espacés, devenant des obligations mensuelles, puis de simples apparitions pour les fêtes de fin d'année. J'étais assise en silence, écoutant les louanges sur la dernière réussite de Manon ou son nouveau petit ami. Quand un oncle ou une tante demandait de mes nouvelles, ma mère répondait d'un air vague, « Chloé va bien. Elle a un bon travail, stable. Elle est très responsable. » Le sous-entendu était clair, ennuyeuse, sans ambition, une déception. Mais je m'en fichais. Ma valeur n'était plus définie par leur approbation. J'étais en train de construire ma propre définition du succès, une définition qui valorisait l'intégrité et les liens authentiques plutôt que le statut et les apparences. J'avais construit ma propre vie, loin de leur jugement. Je pensais avoir enfin trouvé la paix, mais je ne savais pas encore que le destin allait bientôt frapper à ma porte, sous la forme d'un homme qui allait tout changer. Tout a commencé par un court-circuit. Un mardi soir pluvieux d'avril, alors que je préparais un dîner simple, les lumières de mon appartement se sont mises à clignoter avant de s'éteindre complètement dans un bruit sec. Une odeur de brûlé flottait dans l'air. Paniquée, j'ai cherché à la lueur de mon téléphone le numéro d'un électricien d'urgence. La voix au bout du fil m'a promis une intervention dans l'heure. 53 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et je me suis retrouvée face à un homme grand, aux yeux bruns et au sourire chaleureux. Il portait des chaussures de sécurité, un jean de travail et un polo bleu marine sur lequel était brodé « Martin Électricité ». Ses mains étaient calleuses, mais propres. Il tenait une grosse caisse à outils. « Bonsoir, je suis Léo. On m'a dit que vous aviez un petit souci de lumière ?» Sa voix était profonde, rassurante, avec une pointe d'accent lyonnais qui m'a tout de suite plu. Malgré la crise dans mon appartement, je me suis surprise à remarquer les petites rides au coin de ses yeux quand il souriait. Léo a évalué la situation avec un professionnalisme impressionnant. Il a coupé le courant au compteur principal et s'est mis au travail sur le tableau électrique. Pendant qu'il remplaçait les fusibles grillés et vérifiait les câblages, nous avons commencé à discuter. Il n'était pas du tout comme l'image que je me faisais d'un artisan. Il était articulé, réfléchi et étonnamment drôle. Alors, que faites-vous quand vous n'êtes pas en train de gérer des pannes de courant ? M'a-t-il demandé en manipulant ses outils avec dextérité. Je lui ai parlé de mon travail de consultante financière. Je m'attendais à ce que son regard devienne vitreux, comme c'était le cas pour la plupart des gens. Au lieu de ça, il m'a posé des questions intelligentes sur les tendances du marché, sur l'inflation et les stratégies d'investissement durable. La conversation a ensuite glissé sur les livres. J'ai découvert qu'il était en train de lire la même biographie historique que je venais de terminer. Nous avons débattu de la Révolution française pendant qu'il réparait une prise défectueuse. Quand il a terminé les réparations, 3 heures plus tard, l'électricité était revenue, mais plus important encore, j'avais l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de spécial. En me tendant sa carte, il m'a dit, « Appelez-moi si vous avez d'autres urgences électriques. Vous savez, si vous voulez continuer notre conversation sur la politique économique de Robespierre. » Je me suis surprise à sourire, un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu le samedi suivant. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à mi-chemin entre nos quartiers. Ce qui devait être un simple café s'est transformé en une conversation de 4 heures qui a coulé de source. Léo était différent de tous les hommes que j'avais fréquentés. Il était totalement présent, sincèrement intéressé par mes pensées et d'une authenticité rafraîchissante. Il ne cherchait pas à m'impressionner avec un nom de famille ou un compte en banque. Il était juste lui-même. Les mois suivants, nos rendez-vous étaient simples mais pleins de sens. Nous avons exploré les librairies de la Presqu'île, visité le musée des Beaux-Arts, nous sommes promenés le long des berges de la Saône et avons cuisiné ensemble. J'ai appris que Léo lisait énormément, qu'il jouait aux échecs à un niveau de compétition et qu'il était bénévole dans une association qui apprenait aux jeunes des quartiers défavorisés les bases de la réparation domestique. Il était bon, intelligent et profondément humain. Un soir, alors que Léo venait dîner chez moi pour la première fois,
je l'ai remarqué en train d'examiner ma bibliothèque avec un réel intérêt. Vous avez d'excellent goût, a-t-il dit en sortant un volume sur la théorie économique que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas. Les théories de Schumpeter sur la destruction créatrice sont fascinantes, surtout appliquées aux disruptions technologiques modernes. Je suis resté figé, une cuillère en bois à la main. Vous avez lu Schumpeter? Léo a souri. C'est si surprenant? Oui et non. À ce moment-là, je savais que Léo était intelligent et curieux, mais ses connaissances étaient plus profondes et plus larges que ce que j'avais imaginé. Ce soir-là, en le regardant parler avec passion de cycles économiques, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Pas de son statut, pas de son travail, mais de son esprit et de son âme. Pour la première fois, je me sentais vue pour qui j'étais vraiment. J'étais tellement heureuse que j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à mes parents. Quelle terrible erreur j'allais commettre. Après 3 mois de bonheur simple et authentique, j'ai senti que notre relation était assez solide pour affronter l'épreuve ultime, un dîner chez mes parents. J'étais nerveuse, bien sûr. Une petite voix au fond de moi me murmurait que c'était une mauvaise idée, mais je l'ai ignorée. J'espérais, contre toute logique, qu'il verrait en Léo ce que je voyais, un homme exceptionnel, peu importe son métier. Le soir du dîner, nous sommes arrivés à l'appartement familial. Ma mère, Hélène, nous a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père, Gérard, a serré la main de Léo avec une fermeté calculée, comme s'il évaluait un adversaire. Alors, Chloé nous a dit que vous étiez, dans le bâtiment, a commencé mon père, le mot « électricien », semblant trop vulgaire pour ses lèvres. C'est exact, je dirige ma propre entreprise d'électricité, a répondu Léo, calmement. Le moment où j'ai prononcé les mots « Léo, électricien », a été le moment où le masque de politesse de mes parents est tombé. Le sourire de mon père est devenu fixe, en bois. Les sourcils de ma mère se sont haussés d'une fraction de millimètre avant qu'elle ne reprenne contenance. Comme c'est original, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une courtoisie forcée. Le reste de la soirée a été un supplice. Manon et son nouveau fiancé, Antoine Fournier, étaient également présents. Antoine était l'incarnation de tout ce que mes parents admiraient, fils d'une famille propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe, diplômé d'une école de commerce prestigieuse, et d'une arrogance à toute épreuve. La conversation tournait exclusivement autour de leurs accomplissements, le dernier voyage d'Antoine à Dubaï, la nouvelle collection de sacs à main de Manon, les plans d'expansion de l'empire hôtelier Fournier. Léo était traité comme s'il était invisible. Quand il essayait de participer à la conversation, mon père le coupait pour poser une question à Antoine. Ma mère ne lui adressait la parole que pour lui demander de passer le sel. Le pire moment est venu lorsqu'Antoine, avec un sourire narquois, s'est tourné vers Léo. Alors, Martin, ça doit être intéressant de passer ses journées les mains dans les fils. Dites-moi, combien vous facturez pour changer une ampoule de nos jours? Manon a laissé échapper un petit rire étouffé. J'ai senti le sang me monter au visage. J'étais sur le point d'exploser, mais Léo m'a lancé un regard apaisant. Il a souri poliment à Antoine et a répondu d'une voix égale, cela dépend de la complexité de l'ampoule, monsieur Fournier. Certaines sont plus précieuses que d'autres, mais ne rapportent pas toujours ce qu'on attend d'elles. La remarque était si subtile qu'Antoine n'a pas semblé la comprendre, mais j'ai vu une lueur d'admiration dans les yeux de Léo. Il ne se laissait pas démonter. Malgré le venin ambiant, Léo est resté impeccable. Il a posé des questions réfléchies sur l'entreprise de mon père, a complimenté ma mère sur la décoration. Sa confiance tranquille ne s'est jamais effritée, même face au mépris le plus total. Il était un roc au milieu de leur tempête de snobisme. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je me suis effondrée. Je suis tellement désolée, Léo. Ils ont été odieux. Insupportables. Il a pris ma main et l'a serrée. Chloé, tu n'as jamais à t'excuser pour le comportement des autres. Même pas celui de tes parents. Leur réaction en dit plus sur eux que sur moi. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Sa voix était mielleuse, faussement inquiète. Chloé, ma chérie, tu sais que nous ne voulons que ton bonheur. Mais un électricien, vraiment? Quel avenir peut-il t'offrir? Que allons-nous dire à nos amis? Maman, Léo est intelligent, gentil et travailleur. Il a sa propre entreprise et il me rend heureuse.
C'est tout ce qui devrait compter. Elle a soupiré dramatiquement. Tu as toujours été si têtu. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu pourrais avoir tellement mieux. Mon père, lui, a été plus direct lorsqu'il a appelé plus tard. C'est juste une passade. Quand tu seras prête à être sérieuse au sujet de ton avenir, fais-le nous savoir. Nous avons plusieurs associés avec des fils qui seraient bien plus appropriés. En rentrant, je me suis excusée auprès de Léo, les larmes aux yeux. Il m'a simplement pris la main et a dit, « Chloé, ce n'est pas à toi de t'excuser. Mais il y a quelque chose que je dois te montrer bientôt. Quelque chose qui pourrait te surprendre. » Je n'avais aucune idée de l'ampleur de son secret. Les mois qui ont suivi ce dîner désastreux ont été une démonstration constante et douloureuse du fossé qui séparait mon monde de celui de ma sœur. Mes parents ont organisé une fête de fiançailles somptueuse pour Manon et Antoine au country club. 200 invités, des fontaines de champagne, un quatuor à cordes. L'événement a même eu droit à un article dans la page mondaine du Progrès. Léo et moi n'avons eu droit à rien. Quand j'ai demandé à ma mère s'il prévoyait quelque chose pour nous, elle a eu l'air mal à l'aise. Eh bien, ma chérie, nous pensions que vous préféreriez quelque chose de plus discret. Étant donné la situation de Léo. La situation de Léo étant, bien sûr, son métier. Tous les rassemblements familiaux sont devenus des sessions de planification du mariage de Manon. On discutait des arrangements floraux, des options de menu, du plan de table. J'étais assise là, en silence, mes propres fiançailles complètement ignorées. Le moment le plus humiliant est arrivé lorsque mon père a annoncé fièrement qu'il avait mis de côté 300 000 € pour le mariage de sa petite princesse. J'ai repensé à leur réaction quand je leur avais dit que Léo et moi prévoyions une petite cérémonie dans un jardin, suivie d'une réception dans un restaurant local. Eh bien, cela semble économique, avait commenté ma mère avec un sourire pincé. Aucune offre d'aide financière, aucune proposition de soutien. Puis, quelques semaines avant le mariage de Manon, l'impensable s'est produit. Mon père m'a demandé de le rejoindre pour un café, seul à seul, ce qui était extrêmement rare. Je me suis dit qu'il voulait peut-être enfin avoir une conversation sincère. J'avais tort. Assis dans un café chic de la presqu'île, il a posé une enveloppe épaisse sur la table entre nous. Chloé, ta mère et moi nous inquiétons pour toi. Nous pensons que tu fais une erreur que tu regretteras toute ta vie. J'ai froncé les sourcils. Une erreur? Aimer quelqu'un est une erreur? Il a ignoré ma question. Dans cette enveloppe, il y a 50 000 €. C'est un cadeau. Pour t'aider à prendre un nouveau départ. Loin de cet homme. Pense Y comme un investissement dans ton avenir. Un avenir digne de ton nom. Je suis restée bouche bée. Le café que je tenais à la main tremblait. Il n'était pas en train de me donner de l'argent pour mon mariage. Il essayait de m'acheter. Il essayait d'acheter la fin de ma relation avec l'homme que j'aimais. La nausée m'a envahi. C'était une trahison pure et simple, une insulte si profonde qu'elle me coupait le souffle. J'ai repoussé l'enveloppe. Garde ton argent, papa. Mon bonheur n'est pas à vendre. Je me suis levée et je suis partie sans me retourner, le laissant seul avec son chèque et sa vision tordue de l'amour. C'était un coup bas, une tentative de détruire mon bonheur. À ce moment-là, j'étais dévastée. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi face à une telle trahison de la part de votre propre père? Le mariage de Manon a été un spectacle d'excès. Sa robe coûtait 20 000 €. Les fleurs valaient plus que ma voiture. 500 invités ont assisté à leurs vœux dans une basilique historique, suivie d'une réception dans un château du Beaujolais avec un feu d'artifice. Pendant toute la soirée, Léo a été la cible de remarques désobligeantes de la part de parents éloignés. Il a tout enduré avec une grâce et une patience qui forçaient mon admiration. Sur le chemin du retour, je me suis effondrée en larmes. Je suis désolée que tu aies dû subir ça. Léo a pris ma main. Chloé, je me fiche de ce qu'ils pensent de moi. La seule chose qui m'importe, c'est qu'ils te font du mal. Nous n'avons pas besoin de leur approbation ni de leur argent. Notre mariage sera parfait parce qu'il parlera de nous, de notre amour, pas de leur besoin d'impressionner les autres.
J'ai essuyé mes larmes et j'ai hoché la tête. Il avait raison. J'étais impatiente de l'épouser, que mes parents l'approuvent ou non. Mais ce qui allait se passer le jour J dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Après l'épisode de la tentative de soudoiement de mon père, Léo a senti que j'avais atteint un point de rupture. Il a vu la douleur dans mes yeux, la fatigue de devoir constamment me battre pour que mon amour soit respecté. Une semaine plus tard, il m'a dit, « J'ai quelque chose à te montrer. » Je crois que le moment est venu. Il m'a conduit en voiture dans une zone d'activité en périphérie de Lyon, un endroit rempli d'entrepôts et de bâtiments industriels. Je ne comprenais pas. Nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment moderne et anonyme. Il a sorti un badge et a ouvert une porte. « Bienvenue dans mon atelier », a-t-il dit avec un sourire énigmatique. L'intérieur m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un atelier d'électricien. C'était un laboratoire de haute technologie. Des ordinateurs puissants, des oscilloscopes, des imprimantes 3D et des prototypes de circuits électroniques complexes étaient disposés sur des établis impeccablement rangés. Sur un grand mur blanc, des schémas, des équations et des brevets encadrés étaient accrochés. Je me suis approché. Les brevets étaient à son nom, Léo Martin. « Léo, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un murmure. Il a pris une profonde inspiration. « Je ne t'ai pas tout dit, Chloé. Ou plutôt, je ne t'ai pas raconté toute l'histoire. » Il m'a fait asseoir sur une chaise et a commencé à parler. « Je ne suis pas juste un électricien. J'ai un diplôme d'ingénieur de l'une des plus grandes écoles de France. J'ai travaillé pendant 6 ans comme ingénieur système chez Dassault Aviation. Je le fixais, essayant de faire le lien entre l'homme qui avait réparé mon tableau électrique et l'ingénieur aérospatial. Mais, pourquoi? Pourquoi être électricien? Un sourire triste a effleuré ses lèvres. La version courte, burn-out et quête de sens. Je concevais des systèmes pour des applications militaires. Je travaillais 80 heures par semaine, je gagnais un argent fou, mais je me sentais de plus en plus déconnecté de tout impact réel. Quand mon père est tombé gravement malade il y a 4 ans, j'ai pris un congé pour l'aider à gérer son entreprise d'électricité. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ses yeux se sont illuminés. J'ai découvert que j'adorais le travail manuel. J'adorais résoudre des problèmes concrets pour de vraies personnes. J'adorais ne plus être enchaîné à un bureau. Après le rétablissement de mon père, j'ai décidé de ne pas retourner chez Dassault. J'ai repris son entreprise. Il s'est levé et s'est dirigé vers une armoire, en sortant un dossier. Mais je n'ai jamais cessé d'être un ingénieur. Depuis 3 ans, je développe ça. Il m'a tendu le dossier. Il contenait les spécifications techniques et les plans de quelque chose appelé écologie. C'est un système de gestion intelligente de l'énergie pour les habitations, a-t-il expliqué. Il réduit la consommation d'électricité d'une maison jusqu'à 40% sans changer les habitudes des utilisateurs. Il optimise le chauffage, l'éclairage, la consommation des appareils. J'ai testé des prototypes chez certains de mes clients, en affinant le design en conditions réelles. J'ai levé les yeux des documents, abasourdi. Léo, c'est incroyable. Mais pourquoi garder ça secret? Il s'est rassis et a pris mes mains dans les siennes. Je voulais que le concept soit parfaitement viable avant de chercher des investisseurs. Et honnêtement, j'ai apprécié d'être sous-estimé. Les gens entendent « électricien » et ils font des suppositions. Ils ne voient pas l'ingénieur, l'innovateur, l'entrepreneur. Ses yeux ont rencontré les miens, son regard sérieux. Y compris tes parents. Mon esprit tournait à toute vitesse. Tout ce temps, les remarques condescendantes, le mépris, il n'avait aucune idée de qui il était vraiment. J'ai obtenu le brevet final le mois dernier, a-t-il poursuivi. Et je suis en pour parler avec 3 sociétés de capital risque très intéressées pour financer la production de masse. Pourquoi ne leur as-tu rien dit? Ou à moi, ai-je demandé doucement. Il a serré mes mains. Parce que tu es tombée amoureuse de Léo l'électricien. Pas de Léo l'ingénieur de l'aérospatial ou de Léo le potentiel entrepreneur technologique. Et ça, Chloé, ça signifiait tout pour moi. Quant à tes parents, je voulais qu'ils m'acceptent pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Je ne voulais pas jouer leur jeu,
celui où la valeur d'une personne se mesure à ses diplômes et à son compte en banque. Des larmes ont rempli mes yeux. Contrairement à mes parents, j'avais aimé Léo pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait représenter. J'étais sans voix. L'homme que mes parents méprisaient était un génie discret. Et c'est là que j'ai eu une idée. Une idée folle, audacieuse, et tellement satisfaisante. Notre jour de mariage est arrivé, baigné d'une douce lumière de fin d'été. Nous avions choisi le jardin botanique du parc de la Tête d'Or, un lieu simple et magnifique, loin du faste ostentatoire que mes parents affectionnaient. Nous avions tout organisé nous-mêmes, des arrangements de fleurs sauvages dans des bocaux en verre à la playlist de la réception. L'ambiance était intime, chaleureuse, et remplie de nos amis les plus proches, ceux qui nous aimaient pour ce que nous étions. Pendant que ma meilleure amie, Lisa, m'aidait à enfiler ma robe simple en dentelle, j'essayais de ne pas penser aux 2 chaises vides qui nous attendraient au premier rang. « Tu es magnifique », m'a dit Lisa en ajustant mon voile. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. Je vais épouser l'homme de ma vie aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Mais au fond de moi, une petite lueur d'espoir subsistait. Peut-être qu'il changerait d'avis à la dernière minute. Peut-être que l'amour parental l'emporterait sur les préjugés. À 4h moins le quart, 15 minutes avant le début de la cérémonie, je n'ai plus tenu. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. Sa voix était pressée. « Chloé, qu'y a-t-il ? » ?»« Maman, la cérémonie commence dans 15 minutes. »« Est-ce que papa et toi, vous venez ?» Il y a eu un silence. Un silence glacial. Puis sa voix, froide et détachée, a frappé comme un poignard. « Chloé, nous en avons déjà parlé. Ton père et moi avons d'autres engagements aujourd'hui. » « Mais c'est mon mariage, ai-je murmuré, les larmes menaçant de couler. Sa réponse finale a été d'une cruauté absolue. « Et c'était ton choix de l'épouser. Amuse-toi bien avec ton électricien. Nous n'allons pas subir cette honte. » Elle a raccroché. Brutalement. Je suis restée là, le téléphone à la main, ces mots résonnant dans ma tête. Subir cette honte. Ce n'était plus de la déception ou de la désapprobation. C'était un rejet actif, une humiliation publique. L'amour que je choisissais était une honte pour eux. Je me suis assise lourdement, les larmes coulant enfin librement sur mon maquillage. Lisa s'est précipitée à mes côtés. « Ils ne viennent pas », ai-je réussi à articuler entre 2 sanglots. « Ils ont trop honte de me voir épouser un électricien. » Lisa m'a serré fort. « Alors ils ne méritent pas d'être ici. Aujourd'hui, c'est votre journée, à toi et à Léo. Pas la leur. » On a frappé doucement à la porte. C'était Léo. « Chloé, tout va bien ? » Normalement, le marié ne doit pas voir la mariée avant la cérémonie, mais à cet instant, j'avais plus besoin de lui que de n'importe quelle tradition. « Entre », ai-je appelé. Il est entré, magnifique dans son costume bleu marine. Quand il a vu mes larmes, il a été immédiatement à mes côtés, s'agenouillant devant moi. Je lui ai tout raconté. Son expression est passée de l'inquiétude à la colère, puis à la résolution. « Chloé, regarde-moi », a-t-il dit doucement. « Tes parents ont fait leur choix. C'est leur perte. Un jour, ils le regretteront. Mais aujourd'hui, ce n'est pas leur journée. C'est la nôtre. Alors, est-ce que tu veux toujours m'épouser ? » En le regardant dans les yeux, j'ai trouvé ma force. Oui. Plus que tout au monde. Alors que je me préparais à marcher vers l'hôtel, mon oncle Marc, le frère de mon père et le seul membre de la famille qui m'avait toujours aimé sans condition, s'est approché. « Ton père m'a appelé », a-t-il dit à voix basse. Il m'a dit qu'il ne venait pas. Et puis il m'a demandé si tu me ferais l'honneur de me laisser te conduire à l'hôtel. De nouvelles larmes, de gratitude cette fois, ont rempli mes yeux. La cérémonie a été parfaite. Pendant la réception, je me suis sentie reconnaissante de leur absence. Il n'y avait pas de tension, pas de jugement. Juste de la joie. Plus tard, alors que nous nous préparions à partir, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai trouvé une photo qui avait été prise plus tôt. On y voyait Léo, charismatique, en pleine discussion avec 2 hommes en costume. C'étaient ses futurs investisseurs. Derrière eux,
des amis de Léo avaient accroché une petite bannière qu'ils avaient fabriquée pour plaisanter. Félicitations à Léo Martin, fondateur d'Écologie. L'image était parfaite. Le contraste était saisissant, l'homme qu'ils appelaient « l'électricien » était en réalité un PDG en devenir. Sans hésitation, j'ai envoyé la photo à mes 2 parents. Sans aucun texte. Juste l'image. Puis, j'ai éteint mon téléphone. J'ai pris la main de mon mari, et nous sommes partis commencer notre nouvelle vie, laissant le chaos se déchaîner derrière nous. Notre lune de miel était simple, à notre image. Un petit chalet au bord du lac d'Annecy, loin de l'agitation de la ville, loin du drame familial. Nous passions nos journées à faire de la randonnée, à lire sur la terrasse et à nager dans l'eau cristalline. C'était une bulle de paix, un nouveau départ. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté éteint. Je savourais ce silence, cette déconnexion volontaire du monde qui m'avait tant blessé. Le 3e jour, Léo a reçu un appel. J'étais sur la terrasse, un livre à la main, quand il est sorti, le visage illuminé d'une joie pure. C'est officiel, a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Le fonds d'investissement Vertex Capital vient de signer. Ils injectent 10 millions d'euros dans Écologie. Nous passons en production à grande échelle d'ici la fin de l'année. J'ai crié de joie et je lui ai sauté au cou. Léo, c'est incroyable. Je suis si fière de toi. Il m'a serré fort. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien. Avoir quelqu'un qui croyait en moi, le vrai moi, a fait toute la différence. Ce même après-midi, la nouvelle a éclaté. Un article est apparu en ligne sur le site des Échos, le plus grand quotidien économique français. Le titre était sans équivoque. Le génie lyonnais Léo Martin lève 10 millions d'euros pour sa révolution de la maison connectée. L'article détaillait le parcours de Léo, son diplôme d'une prestigieuse école d'ingénieur, ses années chez Dassault, sa vision pour Écologie. Plusieurs experts de l'industrie qualifiaient sa technologie de « révolutionnaire » et de « potentiellement disruptive » pour le marché de l'énergie résidentielle. L'article était accompagné d'une photo de Léo, la même que celle que j'avais envoyée à mes parents, prise à notre mariage. Ce soir-là, par curiosité morbide, j'ai décidé de rallumer mon téléphone. C'était comme ouvrir les vannes d'un barrage. Une avalanche. Une inondation de notifications. 27 appels manqués de mes parents. 15 messages textes, de plus en plus urgents et paniqués. Le premier de ma mère, Chloé, rappelle-nous. Nous avons vu la photo. Qu'est-ce que cela signifie? Le suivant, de mon père, c'est une sorte de blague? Puis, de nouveau ma mère, Chloé, l'article dans les Échos. C'est vrai? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Et le dernier, de mon père, presque suppliant, s'il te plaît, appelle dès que tu auras ce message. C'est important. J'ai montré les messages à Léo. Il a haussé un sourcil. Le timing de leur intérêt soudain pour moi, intéressant. J'ai hoché la tête, un mélange complexe d'émotions me submergeant. Une partie de moi voulait les ignorer pour toujours. Une autre voulait les appeler et déverser des années de douleur et de colère. Mais la plus grande partie de moi ressentait simplement de la pitié. Pitié pour leur vision si étroite du monde, pour leur incapacité à voir la valeur d'une personne au-delà de son statut social. Leur monde de certitude venait de s'effondrer, et ils étaient perdus. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» m'a demandé Léo. J'ai réfléchi un instant. Rien. Pour l'instant. Nous sommes en lune de miel. Ils peuvent attendre. Nous avons profité du reste de notre séjour au lac, mettant délibérément de côté les pensées de mes parents. Nous avons parlé de notre avenir, de la maison que nous voulions acheter, des enfants que nous espérions avoir. Nous avons construit les fondations de notre vie, loin de l'influence toxique de ma famille. Nous sommes rentrés à Lyon le dimanche suivant, reposés et heureux, prêts à commencer notre vie de couple. Le lundi matin, une nouvelle vague d'appels et de messages a déferlé. J'ai finalement envoyé un texto laconique à ma mère, de retour de lune de miel. Semaine très chargée au travail. J'appellerai quand j'aurai le temps. Sa réponse a été immédiate. Nous aimerions vous inviter, Léo et toi, à dîner ce soir. Au restaurant gastronomique de Paul Bocuse. C'est important. J'ai montré le message à Léo, qui a souri ironiquement.
Eh bien, ça n'a pas traîné. Qu'en penses-tu? Je pense que je ne suis pas prête à faire comme si de rien n'était, ai-je dit honnêtement. Mais, je suis curieuse de voir ce qu'ils ont à dire. Léo a hoché la tête. Que dirais-tu de les inviter ici, à la place? On jouera à domicile. Nous avons profité du reste de notre lune de miel en paix. Mais je savais que la vraie tempête n'avait pas encore commencé. La confrontation était inévitable. J'ai passé la journée du lundi dans un état d'anxiété fébrile, partagé entre mon travail et l'appréhension de la soirée à venir. Comment allait-il se comporter? Allait-il présenter des excuses sincères ou simplement essayer de rattraper leur erreur stratégique? À 19 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Mes parents se tenaient dans le couloir, impeccables comme toujours, mais avec une nervosité inhabituelle dans leur posture. Ma mère tenait un énorme sac cadeau d'une marque de luxe, et mon père une bouteille de champagne millésimée. Une offrande de paix. Chloé, ma chérie, a dit ma mère en s'avançant pour me serrer dans ses bras. J'ai accepté l'étreinte avec raideur, puis j'ai reculé pour me tenir aux côtés de Léo, qui était resté silencieux. Entrez, s'il vous plaît, ai-je dit formellement, comme s'ils étaient des associés d'affaires plutôt que ma famille. Ils sont entrés dans notre appartement, leurs yeux balayant rapidement la pièce, évaluant notre intérieur modeste mais confortable. Ma mère m'a tendu le sac. Un cadeau de mariage en retard, a-t-elle dit avec un sourire éclatant qui ne cachait pas sa gêne. Nous nous sentions terribles d'avoir manqué la cérémonie. J'ai posé le sac sur une chaise, sans l'ouvrir. La conversation a commencé maladroitement. Ils ont parlé de la météo, ont posé des questions vagues sur notre lune de miel, évitant soigneusement le sujet principal, le mariage qu'ils avaient boycotté et la raison de leur soudaine volte-face. Finalement, après un silence pesant, mon père s'est raclé la gorge. Léo, nous vous devons des excuses. Nous avons fait des suppositions à votre sujet qui étaient clairement incorrectes. Léo a hoché la tête, son expression neutre, attendant la suite. Si nous avions su pour votre parcours, votre diplôme, votre entreprise, a ajouté ma mère. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Vous auriez fait quoi? Ai-je interrompu, ma voix tremblante de colère contenue. Vous l'auriez traité avec un respect humain de base? Vous seriez venu à notre mariage? Vous n'auriez pas eu honte de l'avoir comme gendre? Ma mère a eu la décence de paraître mal à l'aise. Chloé, nous avons fait une erreur. Nous essayons de nous racheter. Vraiment, ai-je demandé. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas désolé de la façon dont vous avez traité Léo. Vous êtes désolé d'avoir mal jugé son potentiel économique. Ce sont deux choses très différentes. Mon père a redressé sa cravate, retombant dans son attitude d'homme d'affaires. Quoi qu'il en soit, nous aimerions aller de l'avant. En fait, je pensais que Immobilier du Bois pourrait grandement bénéficier de la technologie d'écologie pour notre nouveau complexe d'appartements écologiques à Confluence. Peut-être pourrions-nous discuter d'un partenariat. Le voilà. Le véritable objectif de leur visite. Ce n'était pas une réconciliation familiale, c'était une proposition commerciale. Léo, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Sa voix était calme, mais tranchante comme de l'acier. C'est une proposition intéressante, Gérard. Mais je crains que ce ne soit plus d'actualité. Mon père a froncé les sourcils. Comment ça? Léo a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il se trouve que mes investisseurs et moi-même venons de finaliser l'acquisition des droits de développement exclusifs pour l'intégralité du projet immobilier de Confluence. Nous avons pensé que c'était l'occasion idéale de créer une vitrine à grande échelle pour notre technologie. Le visage de mon père est devenu livide. Le projet Confluence était le plus grand projet de réaménagement urbain de Lyon, un projet que Immobilier du Bois essayait de remporter depuis des années. Il représentait des centaines de millions d'euros de revenus potentiels. C'est inattendu, a réussi à articuler mon père. Je ne savais pas que votre entreprise s'était diversifiée dans la promotion immobilière. Nous nous concentrons principalement sur la technologie, a répondu Léo. Mais nos partenaires financiers ont vu une opportunité stratégique. Le projet était parfait. Ma mère regardait Léo, puis mon père, essayant clairement de comprendre toutes les implications. Eh bien,
c'est peut-être une raison de plus pour que nos familles travaillent ensemble, a-t-elle suggéré, essayant de sauver les apparences. J'en avais assez entendu. C'est pour ça que vous êtes ici? Parce que vous pensez que Léo peut maintenant profiter à vos affaires? Bien sûr que non, a protesté ma mère. Nous sommes ici parce que tu es notre fille et que nous voulons arranger les choses. Vous avez manqué notre mariage parce que vous avez choisi de le manquer, ai-je dit calmement. Vous m'avez fait sentir que je ne méritais pas le même amour que Manon. Et maintenant que vous découvrez que Léo a les diplômes et le succès que vous respectez, soudainement, vous voulez arranger les choses. Non, papa. Ce n'est pas compliqué. C'est très simple. Vous valorisez le statut et l'argent plus que le bonheur et l'amour. Vous l'avez toujours fait. J'ai juste enfin arrêté d'attendre autre chose de vous. Le silence dans la pièce était assourdissant. Pour la première fois de leur vie, mes parents avaient perdu le contrôle. Mes parents sont partis peu de temps après, décontenancés et incertains. En fermant la porte derrière eux, j'ai ressenti un curieux mélange de tristesse et de force. Tristesse pour la relation que nous n'aurions jamais, et force parce que, pour la première fois, je m'étais défendue sans avoir besoin de leur approbation. Les mois suivants, nous avons maintenu un contact limité. Des appels polis pour les anniversaires, des messages brefs. De notre côté, la vie était florissante. Écologie a lancé sa première ligne de production et le succès a été immédiat. Le projet Confluence est devenu une vitrine nationale pour le développement urbain durable, et Léo était souvent cité dans la presse comme l'un des entrepreneurs les plus prometteurs de sa génération. J'ai été promue directrice de mon département et nous avons acheté notre première maison, une charmante bâtisse avec un petit jardin à caluire et cuire. Nous étions heureux. Puis, 6 mois après notre mariage, le ciel est tombé sur la tête de ma famille. Un soir tard, mon téléphone a sonné. C'était Manon, sa voix secouée par des sanglots. « Chloé, j'ai besoin de ton aide. » Je me suis immédiatement redressée. « Manon, qu'est-ce qui se passe ? » C'est Antoine, et papa. Ils ont été arrêtés. Mon cœur s'est arrêté. Arrêté ? Pourquoi ? Fraude financière. Apparemment, Antoine dirigeait une pyramide de Ponzi via la chaîne hôtelière de sa famille. Et il a impliqué papa et Immobilier Dubois dans plusieurs de ses montages. Le FBI a perquisitionné leur appartement et les bureaux de l'entreprise ce matin. Tout est gelé. Les comptes, les actifs, tout. Le gendre idéal. L'homme aux relations et au diplôme parfait. Un escroc. Et il avait entraîné mon père dans sa chute. Est-ce que tu vas bien ? Où es-tu ? As-tu besoin d'un endroit où rester ? Ai-je demandé, l'instinct prenant le dessus. Il y a eu une pause, puis un sanglot étouffé. Tu me laisserais vraiment venir chez toi ? Après la façon dont je vous ai traité, toi et Léo ? La vérité, c'est que Manon avait été autant un produit des valeurs de nos parents que moi, mais d'une manière différente. Alors que j'avais été conditionnée à me sentir inférieure, elle avait été élevée pour croire que sa valeur résidait dans son statut social et son succès matériel. Elle était aussi une victime de ce système. Bien sûr, ai-je dit doucement. C'est ce que fait la famille. Manon est arrivée le lendemain avec 2 valises. C'est tout ce qui lui restait. Tout le reste avait été saisi. La réaction de mes parents au scandale a été de se distancier publiquement d'Antoine et de faire pression sur Manon pour qu'elle divorce rapidement afin de minimiser l'embarras social. Mais il était trop tard. L'enquête a révélé que mon père, aveuglé par l'appât du gain et le prestige d'être associé au fournier, avait fermé les yeux sur de nombreuses irrégularités. Je ne savais rien, m'a avoué Manon un soir, alors que nous étions assises dans notre cuisine. Antoine gérait toutes nos finances. Je signais juste les papiers qu'il me mettait sous le nez. Ce n'est pas ta faute, l'a rassuré Léo. Les escrocs sont doués pour ce qu'ils font, précisément parce qu'ils semblent dignes de confiance. En vivant avec nous, Manon a découvert un autre type de relation. Elle nous a observés prendre des décisions ensemble, nous soutenir mutuellement dans nos carrières, construire un partenariat basé sur le respect et non sur l'avantage social. Un jour, elle m'a regardée avec une sorte d'émerveillement. « Tu es vraiment heureuse ?» a-t-elle dit, comme si c'était une révélation. Pas le bonheur d'Instagram ou le bonheur des dîners mondains. Vraiment heureuse.
J'ai souri. Nous le sommes. Et maman et papa étaient prêts à manquer ça, juste parce que Léo était électricien. Ils l'ont manqué parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre définition étroite du succès, ai-je corrigé doucement. Pendant que Manon reconstruisait sa vie, trouvant un emploi dans le marketing et finalement son propre appartement, mes parents faisaient face à leur propre jugement. Le scandale a détruit leur réputation. Leurs amis de la haute société leur ont tourné le dos. Ils ont été contraints de vendre leur grand appartement du 6e arrondissement pour couvrir les frais de justice et les règlements. Voir ma sœur, autrefois si arrogante, pleurer dans ma cuisine a été un choc. C'est là que j'ai compris que la véritable reconstruction ne faisait que commencer, pas seulement pour elle, mais pour toute notre famille. 1 an après notre mariage, mon père a appelé. Sa voix était différente. Fatigué. Humble. Il a demandé si lui et ma mère pouvaient nous rendre visite. J'ai accepté, avec un optimisme prudent. Ils sont arrivés chez nous, l'air plus âgés. Le stress de l'année écoulée avait laissé des marques visibles. Mon père, autrefois impérieux et autoritaire, semblait plus petit. L'apparence parfaite de ma mère montrait des fissures. Ils se sont assis dans notre salon, non pas comme des conquérants, mais comme des réfugiés. Nous avons beaucoup réfléchi, a commencé mon père, en regardant ses mains. Aux valeurs. À ce qui compte vraiment. Ma mère a hoché la tête, les larmes aux yeux. Les gens que nous pensions être nos amis, ils ont disparu dès que nous avons eu des difficultés. Le cercle social que nous avons mis tant d'efforts à maintenir nous a tourné le dos. Mais vous, a poursuivi mon père, en nous regardant, Léo et moi. Vous avez accueilli Manon quand elle n'avait nulle part où aller. Même après la façon dont nous vous avons traité. C'est ce que fait la famille, ai-je répété, les mêmes mots que j'avais dit à Manon. Nous sommes en train de l'apprendre, a dit ma mère doucement. De la manière la plus dure. Mon père s'est raclé la gorge, luttant contre l'émotion. Nous avons eu tort. Sur tout ce qui compte. Tort à propos de Léo. Tort sur ce qui fait un mariage réussi. Tort sur ce qui fait une vie réussie. Nous n'attendons pas votre pardon. Nous voulons juste une chance de faire mieux, a ajouté ma mère. D'être les parents que vous méritiez depuis le début. J'ai regardé Léo. Il m'a donné un subtil signe de tête de soutien. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux pas promettre que les choses redeviendront comme avant, ai-je dit prudemment. Parce que l'avant n'était pas sain. Mais, nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. La route vers la réconciliation a été longue et parfois difficile. Il y a eu des revers, de vieilles habitudes qui avaient la vie dure. Mais progressivement, nous avons établi un nouveau type de relation, basé sur une connexion authentique plutôt que sur des attentes et des jugements. Mes parents ont commencé une thérapie eux-mêmes, travaillant à comprendre comment leur propre éducation avait façonné leurs valeurs et leurs comportements. Ils ont développé une véritable appréciation pour Léo, non seulement pour son succès en affaires, mais pour son caractère et la façon dont il m'aimait. 2 ans après notre mariage, lorsque Léo et moi avons annoncé que nous attendions notre premier enfant, leur joie était non feinte, sans complications. Nous voulons être des grands-parents qui aiment et acceptent sans condition, a dit ma mère, les larmes coulant sur ses joues. Le genre de grands-parents que nous aurions dû être en tant que parents. En regardant en arrière, je réalise que ce qui semblait être le pire rejet de ma vie m'a en fait libérée. Cela m'a forcé à définir le succès et le bonheur selon mes propres termes, à construire des relations basées sur une connexion authentique. Léo et moi avons créé une fondation au nom de son père pour financer les études d'ingénieur d'étudiants issus de milieux modestes, pour leur rappeler que le travail honnête, quel qu'il soit, a de la dignité et de la valeur. Mes parents, à leur manière, ont trouvé un nouveau but. Ils ont réduit la taille de leur entreprise pour se concentrer sur des projets de logements abordables. Manon a trouvé sa propre voie, en créant une association qui aide les femmes à se reconstruire financièrement après avoir quitté des relations abusives. Quant à moi, j'ai finalement compris que ma valeur n'avait jamais été déterminée par l'approbation de mes parents ou par un statut social. Elle était toujours là, en moi, attendant que je la reconnaisse et que je la revendique. Si vous avez déjà été jugé pour vos choix ou mesuré à l'aune des normes de quelqu'un d'autre, souvenez-vous de ceci, parfois, les personnes qui vous jugent le plus durement sont celles qui vous comprennent le moins.
Vivez votre vie selon vos propres valeurs, pas selon les attentes des autres. Le vrai bonheur vient de l'authenticité, pas de la recherche d'une validation externe. Avez-vous déjà dû défendre vos choix face à la pression familiale? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager pour aider d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des situations similaires. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez jamais, vous méritez d'être aimé et respecté, exactement tel que vous êtes.